à toutes et à tous. Voilà, vous avez eu le générique un petit peu des différents protagonistes que vous allez voir aujourd'hui. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette finale Ma thèse en 180 secondes organisée par l'Institut Polytechnique Paris. Alors ce concours Ma thèse en 180 secondes existe depuis 2014, mais c'est la 3e édition ici à l'École Polytechnique. Ce concours est porté à l'échelle nationale par France Université et par le CNRS. Alors, il y a 3 échelons, cette finale locale à laquelle vous allez assister ce matin. Et puis, pour les 3 candidats qui seront récompensés ce matin, il y aura la finale régionale Île-de-France. Et ensuite, s'ils poursuivent l'aventure, ils iront en finale nationale. C'est donc le premier échelon auquel nous allons assister ce matin. Pour commencer, je vais donner la parole à Jamal Hatif, qui est vice-président recherche et innovation à l'Institut Polytechnique de Paris et président du jury MT 180. Venez me rejoindre sur scène, Jamal. Merci. Bonjour tout le monde. Eh bien, c'est à moi à qui on demande de dire ces quelques mots d'introduction de cette matinée que je vois très belle. Je suis très heureux de voir des lycéens. C'est la 3e édition qu'on organise ici à l'Institut Polytechnique de Paris. Ma thèse en 180 secondes. C'est un rendez-vous qui est important pour un institut de sciences et technologies qui est IP Paris. Je vais vous expliquer ça dans 2 secondes. Ça devient un rendez-vous récurrent. On célèbre ce qu'on a de plus précieux. Et ce qu'on a de plus précieux, c'est les doctorantes et les doctorants de l'Institut. Et donc, pour devenir doctorante et doctorant, il faut passer par les lycées. Donc, du coup, je vous invite à les écouter, à les encourager, et puis à retenir ce qu'il y a d'essentiel dans ce qu'ils font. À la fois de la science, elle est importante pour nos sociétés, elle est importante en particulier quand on voit le monde, comment il change, et aussi c'est important parce que c'est un monde de rêve, aussi c'est un monde de poésie. Et si parmi vous, on peut poser des graines de cette aventure qui est les sciences, et par la thèse, c'est un chemin quand même assez long, mais si on vous y invite, c'est quand même une expérience assez fabuleuse. Pour nous, les doctorantes et les doctorants, c'est ce qui fait ce que nous sommes, et c'est quelque part, c'est le moteur du progrès, et du progrès qui se construit dans nos laboratoires, qui ont été mentionnés dans nos écoles. L'Institut Polytechnique de Paris, c'est 5 grandes écoles, c'est 6 grandes écoles, l'École Polytechnique qui nous accueille aujourd'hui, l'ENSTA, l'École des Ponts et Chaussées, l'ENSAE, Télécom Paris et Télécom Sud Paris. Alors,
évidemment, les doctorants que vous allez voir viennent de ces laboratoires et ils vont vous présenter des thématiques, des travaux scientifiques qui vont à la fois, on va dire, des sciences fondamentales, on l'a vu, des mathématiques, mais aussi des enjeux sociétaux. Vous allez voir des doctorants qui vont vous parler de changement climatique, de la révolution numérique de l'IA, mais aussi des enjeux de sciences humaines et sociales et d'économie. Le défi qui les attend est très remarquable, même impossible. Présenter 3 années, 2 années pour quelques-uns, des années de recherche en 3 minutes, 180 secondes. Espérons-le, et on va être confiant, avec clarté, précision, pédagogie, et j'espère aussi avec un peu d'humour pour réveiller la salle. Ces exposés illustrent la démonstration de la richesse de nos travaux au sein de l'Institut Polytechnique de Paris. Et puis, il y aura un jury dont vous êtes le président, Jamal, et avec vous, 6 membres du jury pour vous accompagner dans cette lourde tâche de départager les candidats. Alors, je vais demander aux 6 membres du jury de nous rejoindre sur scène pour qu'on fasse un petit peu connaissance, au moins qu'on les voit, et vous pouvez les applaudir, bien sûr. Il y a Étienne Brière, qui est directeur scientifique et partenariat France Expert Fellow Groupe EDF. Audrey Sedano, qui est artiste contemporaine, auteure et illustratrice de bande dessinée et qui a fait sa thèse ici à l'École Polytechnique. Mathieu Lefrançois, chef de rubrique physique pour le magazine Science et Vie Junior. Sylvie David, Sylvie David, actrice, interprète et puis autrice et coach aussi en entreprise. Amélie Kies, qui était finaliste l'an dernier ici, j'avais déjà le plaisir de présenter cette finale et qui avait remporté la finale l'an dernier. Et puis Kélia Magnange, qui est élève en terminale au lycée Julie-Victoire d'Aubier d'Argenteuil. Voilà pour notre brochette. Les candidats qui vont passer sur scène auront pour mission de raconter leur thèse, de nous l'expliquer en 180 secondes, autrement dit 3 minutes. Vous, je vais vous demander un premier exercice, nous dire en 3 mots, mais vraiment 3 mots, hein, pas 3 phrases, 3 mots, ce que vous attendez de ces candidats. Voilà, Jamal, si vous pouvez donner le micro, on vous écoute, Kélia. Énergie, découverte et surpris. Très bien, joli programme. Amélie? Moi, j'attends de la science, que ce soit précis et en même temps que ce soit imagé. Sylvie? Moi, j'attends de la confiance, de l'enthousiasme et de la clarté. Jamal? Je l'ai dit dans mon discours, précision, clarté et je rajouterai envie. Mathieu? J'attends que ce soit accessible, instructif et captivant. Audrey? Moi, j'attends que ça soit accessible aussi, séduisant et poétique. Et enfin, Étienne? Moi, j'attends de la joie, de l'ambition et de la fierté. Bon, on espère qu'ils vont être à la hauteur de vos attentes. Je reviendrai vous poser quelques questions au cours de la matinée pour faire un peu plus ample connaissance avec vous. Je vous invite à regagner vos places. Hop, je kidnappe le micro. Et nous allons, avant de commencer vraiment la compétition, rencontrer les doctorants qui vont devoir affronter cette dure épreuve de la thèse en 180 secondes, en 3 minutes. Alors là, je vous demande vraiment de leur faire un tonnerre d'applaudissements parce que je peux vous dire qu'ils sont en coulisses et qu'ils n'emmènent pas large. Je vous demande de les accueillir. Il y a Adrien Ramana Rahari, Kate Sorg, Augustin Cléda, Martina Pieri, Nathan Rubinovic, Margarita Castellano, Umberto Fontana, Louise Loridon, Nadir Soucha et Magali Korolev. Bien. Alors, on entendra vos voix tout à l'heure. On voit déjà vos mines relativement réjouies. Vous souriez. Dites-nous avec un geste, ça va? Vous vous sentez bien? Ouais,
Bon. Alors, je vais profiter de votre présence pour rappeler les règles du concours. Bon, vous l'avez compris, ils vont avoir 180 secondes pour vous présenter leur thèse. Leur thèse, c'est 3 années, parfois 4, de travail intensif, de recherche dans un laboratoire sur un sujet archi pointu. Et ils vont essayer de vous expliquer ce qu'ils font et ce qu'ils cherchent en 3 minutes. Mais quand on dit 3 minutes, ce n'est pas 1 seconde de plus. C'est-à-dire qu'ils auront sous les yeux, là, devant, un chrono qui défile, 180 secondes. Vous aurez vous-même le chrono ici à côté. Si jamais ils dépassent d'1 seule seconde, ils sont éliminés. Vous ne pourrez pas voter pour eux et ils ne pourront pas être récompensés par le jury. Si, arrivés à la 179e seconde ou 180e seconde, ils s'arrêtent au milieu de leur phrase parce qu'ils ne veulent pas aller plus loin, ils restent dans la compétition. Mais on ne connaîtra pas la fin de l'histoire. Ça, c'est pour la règle du jeu. Vous avez aussi, vous, un rôle à jouer dans tout ça pour que ça se passe bien. Si jamais votre téléphone portable sonne pendant la présentation, on ne recommence pas. Si vous vous éclatez de rire, ou vous faites trop de bruit, ou vous voulez déranger, on ne recommence pas. La seule raison pour laquelle on pourrait recommencer, c'est s'il y avait un début d'incendie dans la salle, un projecteur qui tombe. Bon là, on n'est pas des monstres, on aura le droit de recommencer. Mais tout problème dans la salle ne fera pas recommencer le candidat. Donc vraiment, je vous demande, si vous avez votre téléphone portable encore allumé, de l'éteindre, de le mettre en mode silencieux ou même de l'éteindre totalement en mode avion pour ne pas les déranger. Voilà pour la règle du jeu. Donc 180 secondes, ils auront derrière eux une image qu'ils ont choisie, qu'ils peuvent avoir fabriquée pour illustrer leurs propos. C'est eux aussi ils ont le droit à une seule image et c'était de leur ressort. Et bien sûr, ils se sont entraînés avec des coachs, ils ont appris par cœur leur texte pour être le plus percutant, pour vous convaincre. Et on va découvrir ça dans quelques secondes. Vous pouvez les applaudir une dernière fois avant qu'ils regagnent les coulisses. Vous pouvez regagner les coulisses. Alors, je vous invite à prendre des notes. Je vous l'ai dit, dans le public, vous aurez à les évaluer et puis à nous dire votre verdict à la fin. Qui est le grand gagnant selon vous? Vous avez, je crois, un petit carnet qui vous a été remis qui vous permet de prendre des notes tout au long de la matinée. Et donc, nous allons commencer avec le premier candidat, Adrien Ramana Rahari. Revenez donc me rejoindre sur scène, Adrien. École nationale des ponts et chaussées, laboratoire d'informatique Gaspard Monge, intitulé de votre thèse, Adrien, « Modèle du monde multimodaux et cohérent spatio-temporellement ». Adrien, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Alors, vous déclenchez le chronomètre quand vous voulez. Ok. Elle est pas mal, hein, cette balle? Eh bien, si je la lance en l'air, je parie que vous savez tous exactement ce qui va se passer. Elle va monter, ralentir et retomber dans ma main. Si c'est ce que vous aviez imaginé, félicitations. Vous avez dans votre tête un modèle du monde. Vous avez imaginé un futur probable sur la base d'une action hypothétique. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait en permanence. On combine ce que l'on voit, ce que l'on entend et ce que l'on sait pour imaginer l'effet de nos actions sur le futur. Mais maintenant, prenons une intelligence artificielle. A priori, elle sait analyser ce qu'elle voit. Elle sait identifier une balle ou décrire une vidéo. Mais est-ce qu'elle sait prédire l'effet de ses actions sur le futur? Eh bien ça, pas vraiment, parce qu'elle n'a pas de modèle du monde. Mais c'est là que j'interviens. Le but de ma thèse, c'est de lui en construire un. Pour faire ça, j'entraîne des réseaux de neurones à devenir une sorte de boule de cristal. Cette boule de cristal, je lui montre des situations. Moi, qui tiens une balle, je lui souffle une action. Je vais ouvrir la main. Son objectif, c'est de déterminer ce qui va se passer ensuite. La balle qui tombe. Et ça, je le fais sur des millions de situations grâce à des vidéos très finement annotées et où à chaque instant, je sais exactement ce qui se passe. À force de les voir, ma boule de cristal finit par comprendre les liens de causalité. En gros, ça devient une sorte de machine à tester les « et si ». Si tu fais ça, il se passera ça. Ma boule de cristal, elle sait prédire le futur à 1 seconde. C'est plutôt facile. À 10 secondes, ça l'est un peu moins. Et alors, à 1 minute, autant vous dire qu'elle ne fait pas beaucoup mieux que l'horoscope du lundi matin. Mais c'est pas grave, parce que savoir prédire le futur à quelques secondes, c'est déjà suffisant pour faire de cette boule de cristal, ce réseau de neurones, quelque chose d'extraordinaire.
un simulateur dans lequel on peut entraîner d'autres intelligences artificielles. Par exemple, une voiture autonome. Pour apprendre à conduire dans le monde réel, il faudrait qu'elle roule pendant des siècles, il faudrait qu'elle ait des milliers d'accidents. Je vous laisse imaginer le carnage. Mais grâce à ma boule de cristal, on peut prendre cette voiture autonome et la placer dans des mondes imaginaires. Ça permet donc de l'entraîner sur des scénarios à volonté. Donc l'enfant qui surgit derrière un bus, le cycliste qui est dans l'angle mort, ou encore l'ambulance qu'on entend avant de voir. Dans toutes ces situations, la voiture autonome peut recommencer, ajuster, apprendre en toute sécurité parce qu'elle est dans un monde imaginé. Et lorsqu'elle sait conduire parfaitement, il n'y a qu'à la déployer dans le monde réel. Et là, c'est super, parce qu'elle ne le découvre pas. Elle le reconnaît, parce qu'elle l'a déjà rêvé 1000 fois. Et au fond, je crois que c'est ça le but de ma thèse, de permettre aux machines aussi de rêver. Deuxième candidate de la matinée, Kate Sorg. Kate, école polytechnique, laboratoire d'optique et biosciences, intitulé de votre thèse « Fonction biologique des structures d'acide nucléique non canoniques appelées G-quadruplex chez les archées ». On a évidemment envie d'en savoir un peu plus. Est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Alors vous déclenchez le chronomètre quand vous voulez. Merci. On nous apprend que l'ADN est notre information de base, qui nous rend différents et uniques par rapport à nos voisins. On nous explique aussi que l'ADN existe sous une forme simple et élégante, comme un ruban torsadé. Mais en réalité, l'ADN n'est pas toujours discipliné. Il peut se replier sur lui-même pour former une structure qui ressemble à une étagère. Et non, ce n'est pas une pub pour Ikea. En fait, ces étagères d'ADN s'appellent des G-quadruplex, ou simplement des G4. Les G4 sont étudiés car ils influencent la manière dont notre ADN fonctionne. La plupart du temps, on étudie ces G4 chez les humains, simplement car, soyons honnêtes, on s'intéresse d'abord à ce qui nous concerne. Mais est-ce qu'on peut trouver les G4 chez tous les êtres vivants? En fait, les êtres vivants sont divisés en 3 groupes. Le premier avec les humains, les plantes, les animaux. Le deuxième avec les bactéries. Et on a déjà trouvé les G4 chez ces 2 groupes. Mais il existe aussi le 3e groupe, contenant des microbes, qui vivent à près de 95 degrés autour des volcans, ou dans des endroits très acides comme notre estomac, ou des endroits extrêmement salés comme la mer morte. Ces microbes de l'enfer s'appellent les archées. Et à première vue, un microbe vivant dans l'eau bouillante, et nous n'avons rien en commun, et pourtant, nous utilisons tous notre ADN. Alors c'est là que commence ma thèse. Peut-on trouver les G4 chez les archées? J'ai déjà pu montrer grâce à la microscopie que ces G4 existent bel et bien chez les archées. Maintenant, je vais plus loin. Je cherche à localiser précisément où se trouvent ces G4 dans l'ADN pour tenter de comprendre leur rôle chez les archées. Ensuite, je supprimerai certains G4 un par un, puis je regarderai sous un microscope si les archées se comportent différemment. Par exemple, si elles continuent de survivre sans G4. Ainsi, je pourrais comprendre à quoi servent réellement ces G4. Mon objectif de thèse est de déterminer si les rôles des G4 chez les archées sont similaires à ceux des humains, ou peut-être je trouverai des rôles de G4 uniques à ces microbes de l'extrême. Mais en m'intéressant aux archées, j'ai comblé une lacune en démontrant pour la première fois qu'on retrouve ces G4 chez tous les êtres vivants. Cela montre que la nature, face à des défis très différents, choisit parfois les mêmes solutions. Et maintenant qu'on sait que ces G4 existent chez tous les êtres vivants, la question est comment ces étagères d'ADN impactent réellement la vie sur Terre. Allez, je file au labo pour chercher la réponse. Bravo, merci. Et nous allons maintenant accueillir le 3e candidat. Il s'appelle Augustin Cléda.
Bonjour Augustin. Bonjour. École Polytechnique, laboratoire de météorologie dynamique, intitulé de votre thèse « Élaboration d'un jumeau numérique pour la gestion des ressources en eau de la Drôme dans le contexte des changements globaux ». Augustin, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Oui. Vous avez le chronomètre devant vous, vous le déclenchez quand vous le souhaitez. On va faire un jeu. Je vais vous demander de vous représenter dans vos têtes le cycle de l'eau. C'est bon? Est-ce que vous voyez des nuages? Oui. De la neige? Très bien. Des rivières? Aussi. Est-ce que vous voyez comme moi des énormes champs, des stations d'épuration et des grandes usines? Que moi? Pourtant, les usages de l'eau font bien partie du cycle de l'eau. Ils sont même au cœur de nos enjeux de société. En cas de sécheresse, comment partager la ressource avec tout le monde? La question, elle est vraiment pas simple. Et pour beaucoup de territoires, gérer les ressources en eau, c'est comme essayer de résoudre un immense casse-tête, où les prévisions météo, les observations du débit des rivières ou le niveau des nappes sont des indices souvent trop incomplets pour interagir au mieux avec la ressource. Mais il existe alors des astuces pour dénicher d'autres informations. Ce sont nos connaissances théoriques du cycle de l'eau. En les appliquant précisément à une vallée, on crée ce qu'on appelle un modèle numérique qui nous permet d'obtenir bien plus d'indices et de tester des hypothèses. Mais le problème se complique si on considère le réchauffement climatique. Par exemple, si on veut estimer le débit de la Drôme en 2100, on a déjà beaucoup d'indices. L'évolution des températures, des précipitations. Mais comment est-ce qu'on peut estimer l'évolution des usages de l'eau? Peut-être que dans la Drôme, ils voudront faire un immense parc aquatique et qu'il n'y aura plus d'eau dans la rivière. Et là, le casse-tête il sera complètement différent. Et c'est face à ce blocage que ma thèse intervient. Je me concentre sur cette vallée, la Drôme. Et mon objectif est de créer, pour ses habitants, un outil qui rassemblera un large ensemble d'observations locales ou satellites et qui seront complétés par un ou plusieurs modèles. Cet outil s'appellera jumeau numérique. Pour le réaliser, la première étape est de comprendre la situation actuelle et comment elle pourrait évoluer. Et ceci débute par une série d'entretiens et de temps de dialogue ouverts avec les acteurs du territoire, à savoir l'État, les communes ou bien le syndicat qui gère la rivière, par exemple. Et ensuite, je développerai ce jumeau numérique en coopération avec ces gestionnaires du territoire, afin de m'assurer que mon outil corresponde à leurs enjeux. Enfin, l'ensemble des citoyens de la vallée de la Drôme pourront contribuer à la collecte d'indices grâce aux sciences participatives. Ils s'équiperont de stations météorologiques et pourront rentrer leurs mesures dans le jumeau numérique. Parce que résoudre un casse-tête à quelques-uns, c'est compliqué, mais avec les 59 000 habitants du territoire, ce ne sera pas plus simple, mais au moins on sera sûr de s'attaquer au bon casse-tête. Merci Augustin, Merci. Bravo. Allez, on va faire un petit tour du côté du jury. Ça vous permet aussi de prendre quelques notes sur les 3 premières présentations que vous avez vues et puis de faire un peu plus connaissance parce qu'on les a entendues que très brièvement, nos membres du jury. Donc je vais en prendre 4 au hasard. Vous avez le micro? Oui, ça va. Alors Étienne Brière, qui est directeur scientifique et partenariat France et expert fellow au groupe EDF. Alors vous êtes un peu l'habitué de l'étape, hein, Étienne, parce que vous étiez déjà dans les 2 précédentes versions de cette finale organisée par l'école Polytechnique. Vous êtes revenu, c'est que vous appréciez particulièrement l'exercice. Merci Daniel. Et effectivement, je dois dire que moi j'ai la chance qu'on m'ait proposé de revenir une 3e fois. C'est pour moi toujours un grand plaisir de découvrir l'enthousiasme des jeunes qui viennent pitcher. Puis dans ma fonction de directeur scientifique, on a 160 thèses à EDF, donc je rencontre beaucoup de jeunes et c'est toujours un plaisir dans mon rôle de passeur entre l'entreprise et le monde académique de voir ces jeunes qui apportent de la nouveauté et du dynamisme. C'est important, j'imagine, dans le monde de la recherche, mais dans le monde aussi de la R&D, de l'entreprise, d'abord d'être un bon chercheur, mais aussi de savoir expliquer et vulgariser, même parfois à ses collègues, la recherche archi-pointue que l'on fait.
l'exercice d'aujourd'hui est une base de la transmission de la médiation scientifique. Expliquer à un collègue, expliquer à un chef, à un partenaire sur quoi on travaille, c'est le début de la solution du problème. Et là, c'est un exercice vraiment qui illustre bien ce point-là. Très bien. À côté de vous, il y a Audrey Sedano, artiste contemporaine, auteure et illustratrice de bande dessinée. Et vous êtes aussi, c'est un peu votre particularité, en plus d'être auteur de bande dessinée, docteur en bioinformatique. C'est-à-dire que vous avez passé votre thèse en bioinformatique ici à l'école polytechnique. C'était en 2013. Alors le concours Ma thèse en 180 secondes existe depuis 2014, donc vous ne pouviez pas le passer. Vous auriez été partante pour une telle épreuve ? Ah, j'aurais adoré. C'est vraiment l'exercice qui me plaisait le plus dans ma thèse, c'était de vulgariser, d'expliquer ce que je faisais à mon entourage. Et c'est pour ça que j'ai pas continué en thèse, c'est que j'étais un peu trop artiste. Oui, c'est ça. Oui, parce que vous avez plein de cordes à votre arc. Musicienne et puis auteur de bande dessinée, donc il y a le côté autrice et puis dessinatrice. Qu'est-ce qui fait qu'on switch et qu'on passe du côté artistique et qu'on reste pas dans la recherche? Alors, j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai pas eu une bonne expérience de thèse. D'accord. Mais non, c'était vraiment parce que j'étais trop artiste. Et je suis habituée à la scène, je suis habituée à théâtraliser les choses. Et c'est ce que j'essaie de faire encore aujourd'hui. Alors pas forcément que sur les sciences, mais en tout cas la place des femmes en sciences, c'est un vrai sujet que je traite en ce moment. Ouais. Oui, donc il y a ce côté un peu vulgarisation dans la bande dessinée, ce que vous faites, notamment pour la science, mais aussi pour l'histoire, je crois, l'histoire de France ou les monuments de France, c'est ça? Je suis spécialisée dans la valorisation du patrimoine français, donc ça inclut aussi la science et notre histoire. Mais c'est vrai que du coup, j'ai toujours ce côté un peu pédagogique dans mes bandes dessinées. Bon, très bien. Allez, on continue de faire connaissance avec nos membres du jury. Mathieu Lefrançois, chef de rubrique physique pour le magazine Science et Vie Junior. Et dans une vie antérieure, vous avez été chercheur vous-même en physique, j'imagine? En physique théorique. En physique théorique. Et vous vulgarisez les sciences aujourd'hui pour les plus jeunes. Bon, Sciences et Vie Junior, ça va jusqu'à 15 ans. Hein, 15, c'est oui, quoi 14, la tranche d'âge? c'est ça, 14-15 ans. 14-15 ans. C'est important de savoir vulgariser, là, d'avoir des chercheurs qui savent vulgariser pour le journaliste que vous êtes. C'est-à-dire quand vous les voyez parler de façon compréhensible, ça vous donne des idées de chercheurs peut-être à aller interviewer et des sujets à faire? Ah bah évidemment, moi je suis captivé par ce qui est raconté là. Si je suis devenu journaliste scientifique, c'est effectivement parce qu'en recherche, je me sentais peut-être un peu trop à l'étroit dans ma discipline, et j'avais envie de cette curiosité d'aller découvrir tout ce qui peut se passer dans tout un tas de laboratoires de recherche et de disciplines de recherche. Et effectivement, l'autre chose, c'est de voir comment se construit la connaissance scientifique, et c'est exactement ce que ces candidats et ces candidates sont en train de nous raconter ce matin. Donc oui, c'est très instructif. Et il y aura peut-être 1 ou 2 numéros de téléphone à prendre à la fin pour des futurs articles, ça augmente le carnet d'adresses. Là, il y a des bons clients, comme on dit dans le jargon des journalistes. Évidemment, Daniel. Allez, à côté de vous, il y a Kélia Magnan, élève en terminale au lycée Julie Victoire d'Aubier d'Argenteuil. Alors, donc, vous êtes lycéenne. Comment vous avez atterri dans ce jury, Kélia? Déjà, j'aimerais remercier Polytechnique de m'avoir permis de... Parle un tout petit peu plus près. Pardon, de m'avoir permis de faire partie des membres du jury aujourd'hui pour le concours de ma thèse en 180 secondes. Si j'ai atterri ici, c'est parce que mon professeur de mathématiques a eu la gentillesse de me proposer de faire partie des membres du jury. Et franchement, c'est une expérience que je conseille à tout le monde. Vous n'avez pas hésité une seconde quand il a proposé? Vous avez des envies peut-être de faire de la recherche plus tard, ou c'est quelque chose qui vous titille un peu? Ça peut être intéressant. C'est pour ça que aussi ma participation ici, elle me permettra aussi de voir comment les personnes ils arrivent à vulgariser leur thèse face à un public, si on peut dire ça, novice sur les termes scientifiques. Et ça peut être super intéressant de pourquoi pas moi plus tard être à leur place. D'accord. Donc l'idée de devenir chercheuse est une idée qui te travaille un petit peu. Tu te dis pourquoi pas. Ce serait dans quel domaine? Tu as déjà une idée? Vous avez déjà une idée? Pardon, comme tu es lycéenne, j'ai tendance à avoir du mal avec le vouvoiement. Si je fais de la recherche, ça serait peut-être dans la recherche économique ou sciences sociales. D'accord. Je serais plus tournée par ces domaines-là, mais en vrai, on peut toucher à tout, on est ouvert à tout.
Bon, très Merci bien. beaucoup. Allez, la compétition va pouvoir reprendre et nous découvrirons les 3 autres membres du jury un peu plus tard dans cette matinée. 4e candidate, Martina Pierry. Venez me rejoindre sur scène. Télécom Paris, laboratoire de traitement et communication de l'information. Titre de votre thèse, Martina. Mécanisme d'attention léger pour améliorer l'efficacité de l'intelligence artificielle sur les images. Martina, est-ce que vous êtes prête? Oui. Oui. Vous pouvez déclencher le chronomètre quand vous le souhaitez. Une plage avec des centaines de personnes, des parasols, des serviettes. Et quelque part, caché dans la foule, se trouve Charlie, le personnage au pull rayé rouge et blanc. On pourrait le chercher partout, mais ça prendrait un temps fou. Alors, notre cerveau, il filtre et se dit plutôt « Ok, je ne cherche que les rayures rouges et blanches là où il y a des gens. » Et donc, au lieu de regarder partout, on choisit où se concentrer pour gagner du temps et de l'énergie. Et ce mécanisme, en intelligence artificielle, s'appelle l'attention. Par exemple, dans une voiture électrique, les systèmes de vidéosurveillance à l'arrêt enregistrent tout ce qui se passe autour du véhicule en regardant tout le temps. Mais ça vide la batterie très vite, non? Imaginez maintenant que la voiture, comme nous, puisse se concentrer uniquement sur les détails vraiment importants et qu'elle puisse économiser beaucoup plus d'énergie. Et c'est là que j'interviens. Mon travail, c'est de coder de nouveaux mécanismes d'attention pour apprendre à l'intelligence artificielle à faire comme notre cerveau avec Charlie. Et donc, je lui dis, ici, regarde attentivement, mais là, tu peux ignorer. Concrètement, en intelligence artificielle, on utilise souvent des réseaux de neurones qu'on peut imaginer comme une équipe de petits décideurs. Chacun reçoit une information, prend une mini-décision et la passe au suivant. Mais le souci, c'est que tous ces petits décideurs regardent tout avec la même intensité. Comme si, pour chercher Charlie, ils utilisaient soit un super grand angle sur toute la plage, soit un zoom hyper serré sur quelques centimètres. Mais sans jamais pouvoir changer d'échelle quand il faut. Et j'ai donc mis en point un mécanisme qui combine les 2 façons de regarder. Une vue globale pour voir toute la scène et une vue locale qui zoome là où on pense que Charlie pourrait se cacher. On ajoute un mécanisme de contrôle, que c'est un peu comme un chef d'orchestre, qui analyse chaque image et décide quelle importance donner à la vue d'ensemble et aux détails. Par exemple, si le système repère un trou carré rouge et blanc, en vue locale, il zoome dessus et se dit « Ah oui, c'est bien rouge et blanc ». Mais en vue globale, il prend du recul et réalise « Ah non, c'était juste un parasol ». Et grâce à ça, le système peut se concentrer sur ce qui compte vraiment sans gaspiller d'énergie. Au fond, pour une voiture ou une machine comme pour nous, être attentif, ce n'est pas regarder plus, mais c'est regarder mieux. Merci Martina, bravo. Et nous allons maintenant accueillir notre 5e candidat, Nathan Rubinovitch. Bonjour Nathan, Bonjour. École Polytechnique, Institut photovoltaïque d'Île-de-France. Intitulé de votre thèse « Du transitoire au continu, étude de la relaxation des porteurs chauds pour le photovoltaïque ». Est-ce que vous êtes prêt? Oui, merci. Nathan? Eh bien, vous déclenchez le chronomètre quand vous le souhaitez. Imaginez une source d'énergie qui fournirait en 5 heures ce dont l'humanité tout entière a besoin pendant 1 an. Ce n'est pas une fiction, c'est exactement la quantité d'énergie qui nous parvient du Soleil. Et d'ailleurs, 5 heures de soleil par an, même ici à Palaiseau, c'est acquis. Vous comprenez qu'il y a un vrai intérêt à récupérer cette manne énergétique. Une voie connue, c'est celle du photovoltaïque. Vous savez,
Ces panneaux solaires qui convertissent directement la lumière en électricité. Malheureusement, cette conversion n'est pas efficace à 100%. Aujourd'hui, on convertit au mieux 47% de l'énergie de la lumière. Ça, c'est parce qu'il y a des processus au sein des panneaux solaires qui freinent la conversion. Dans ma thèse, je m'intéresse plus particulièrement à l'un de ces processus. Et je vous propose, pour le découvrir, de plonger avec moi au cœur de la matière. Un panneau solaire, c'est avant tout un matériau qui absorbe la lumière. Plus précisément, ce sont les électrons du matériau qui absorbent l'énergie lumineuse et qui passent ainsi d'un état de repos à un état excité. Ces électrons qui ont fait le plein d'énergie, on les appelle électrons chauds et on veut les extraire du matériau pour qu'ils nous fournissent du courant avant qu'ils ne perdent toute leur énergie. Un peu comme vous après avoir écouté tous les pitchs de la journée. Parce que ces électrons chauds, ils se cognent contre les atomes qui les environnent. C'est pour ça qu'ils perdent leur énergie. À échelle humaine, ces collisions correspondent à se cogner le pied contre le coin du lit plus de 200 fois par seconde. Donc dans ma thèse, je cherche à limiter au maximum ces collisions. Comme ça, les électrons gardent leur énergie le plus longtemps possible et fournissent plus d'électricité. Pour limiter les collisions, il faut déjà être capable de bien les mesurer. J'emploie alors deux méthodes. Soit j'excite d'un coup les électrons avec un laser impulsionnel ultra court, soit je les illumine en continu. Dans les deux cas, j'accède à des informations complémentaires sur les électrons chauds, ce qui permet de cerner au mieux les collisions. Et je réitère sur un grand nombre de matériaux, de compositions différentes, de structures différentes, afin de sélectionner le meilleur. Ce que j'observe, c'est que, quel que soit le matériau, les collisions sont difficilement évitables. En revanche, dans certains matériaux, les électrons sont capables de réabsorber de l'énergie dans les collisions, au lieu d'en perdre. Et c'est une voie prometteuse, parce qu'avec ces électrons chauds, on espère convertir non pas 47%, mais jusqu'à 86% de l'énergie de la lumière. Au final, vous voyez, les électrons sont comme vous, ils n'aiment pas se cogner. Donc j'espère que vous penserez à eux la prochaine fois que votre orteil rencontrera le coin de votre lit. Merci Nathan, bravo. Nous allons maintenant accueillir Margarita Castellano. Bonjour Margarita. Bonjour. École polytechnique, centre de mathématiques appliquées, intitulé de votre thèse « Équations de Navier-Stokes, Cahn-Hilliard dans des surfactants ». Oui. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Vous déclenchez le chronomètre quand vous voulez. Levez la main si vous avez déjà fait des bulles de savon. Maintenant, levez la main si vous connaissez les équations qui décrivent la formation de ces bulles. Les mathématiciens se posent souvent ce type de questions. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure. Et figurez-vous que le rôle du savon dans la formation des bulles n'est toujours pas très clair. C'est le cœur de mon sujet de thèse. Imaginez deux peuples qui ne se supportent pas. D'un côté, le peuple de l'eau, fluide, calme, soudé. De l'autre, le peuple de l'air, léger, insaisissable. Quand on les met ensemble, ils se séparent aussitôt. L'eau en bas, l'air en haut, c'est la guerre froide des fluides. Et pourtant, regardez un cappuccino, une mousse ou un nuage. Là, eau et air cohabitent paisiblement dans des millions de bulles minuscules. Quel est leur secret ? Un médiateur, le surfactant, dans ce cas du savon. Une petite molécule diplomate qui parle à la fois la langue de l'eau et celle de l'air. Elle se place à la frontière et calme les tensions. Littéralement, les tensions de surface. Le problème, c'est que personne ne connaît la stratégie mise en place par les surfactants pour négocier la cohabitation entre l'eau et l'air. Et c'est là que j'interviens. Telle une espionne professionnelle, j'observe minutieusement. Mon outil, ce n'est pas une loupe, mais un modèle mathématique. Plutôt que de suivre et d'observer chaque molécule, je décris le système par des cartes où je trace exactement qui est où parmi l'eau, l'air et les surfactants à chaque instant. Ces cartes, ce sont des équations qui décrivent comment les médiateurs se déplacent et interagissent avec les deux peuples. Enfin, presque.
Parce que ces équations, personne ne sait les résoudre exactement. Alors mes cartes, ce sont des approximations. Mon travail, c'est de choisir une méthode d'espionnage fiable et d'en garantir sa fiabilité, sa précision. Mais comment savoir si mon espionnage est bon quand je ne connais pas la vérité? Ma solution? Je découpe l'espace en petites cases, comme un pixel art. Dans chaque case, je place une caméra. Plus cette case, plus cette caméra, plus mon espionnage sera précis. Et mathématiquement, je peux montrer que plus je raffine cette grille, plus mes approximations se rapprochent de la vraie solution, même si elles restent inconnues. C'est ce qu'on appelle la convergence, c'est une assurance de fiabilité. Je fais ça en écrivant des équations qui me permettent de créer un algorithme qui simule le comportement des surfactants dans un modèle, pour pouvoir comprendre comment quelques molécules gouvernent la stabilité d'une bulle de savon, mais surtout celle des nuages et de l'environnement qui les entoure. Parce qu'au fond, entre une bulle de savon, un cappuccino ou un nuage, il n'y a parfois qu'une équation. Merci à vous, bravo. Merci. Allez, un petit point sur la situation dans le jury. Il y a encore 3 membres du jury que nous n'avons pas encore rencontrés. Amélie Kies, vous étiez, on s'est déjà rencontrés il y a 1 an sur cette scène. Je ne sais pas si le micro... elle est de l'autre côté, Amélie. Vous étiez déjà sur cette scène. C'est vous qui avez gagné le concours l'an dernier. Quel souvenir vous gardez de cette épreuve ? Ah bah, il y en a énormément. Déjà, toute la préparation, on avait en coulisses, on avait une autre épreuve le matin avec les lycéens, qui était une petite préparation, beaucoup d'énergie avec tous les amis avec qui on participait ensemble. Et puis, voilà, la tension quand même, on est très tendu. Hein. C'est vraiment... C'est vraiment stressant. On se met la pression pour cet exercice. Hein. Oui, c'est beaucoup plus qu'un jeu, en fait, Bien hein, sûr. ce qui se joue ici. Et puis, ce qui se passe sur scène, c'est pas pareil que nous, ce qu'on voit d'ici. Il y a en fait beaucoup de lumière, beaucoup de fumée. Et moi, ça m'a beaucoup perturbé, notamment. Ouais. Donc, en fait, c'est assez impressionnant quand on est sur scène. Ah oui, la fumée, c'est perturbant. Oui. Qu'est-ce qui vous avait poussé à participer, vous, à ce concours ? Bah, j'ai toujours aimé ça, je regardais ça même quand j'étais au lycée. En fait, je regardais beaucoup de vidéos YouTube, comme les vidéos TED aussi. C'est des choses qui m'ont beaucoup appris sur les sciences. Et puis surtout, en fait, j'avais envie d'apprendre à dire à mes parents, à mes amis, à n'importe quel étranger que je croise dans un train qui me demande ce que je fais et qui me dit « Ah ouais, c'est quoi ton sujet ?» Je dis les mots et ensuite je dis « Ah voilà, ça consiste en ça. Ouais. » Et en fait, ça a vraiment... moi, j'ai vu la lumière... d'espoir dans les gens à qui je parlais, qui comprenaient enfin ce que je faisais de ma vie, en fait. Donc vraiment, ça a tout changé et j'étais très contente. C'est-à-dire que même après ça, bon, l'épreuve en soi, le concours, on se fait aussi des amis, parce qu'effectivement, quand on s'entraîne, il y a une vraie camaraderie qui s'installe entre les différents participants. Même après, il en reste quelque chose dans sa vie de tous les jours, quand on parle de son sujet, enfin, on est compris. Ben oui, c'est ça. Mes parents, on en parle encore et non, ça reste. Et puis comme on en parlait aussi, il y a des images qui restent. Le phare, on me parle souvent du phare, etc. Donc c'est des choses qui restent et oui, ça aide vraiment à communiquer mieux. Ok. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous n'avez pas encore passé votre thèse? Non, j'écris. J'ai fini d'écrire et je soutiens en juin. Ouais. Ça va vous aider. Donc là, c'est vraiment le grand oral, hein, la soutenance de thèse devant des spécialistes. Où là, évidemment, il n'est plus question de vulgariser, mais on va au fond des choses. Mais est-ce que ce bagage-là, cette épreuve-là, fait que vous arrivez un peu plus confiante sur l'épreuve finale? Oui, totalement, parce que je pense que j'ai jamais vécu de stress aussi grand que AMT 180. Ah oui, carrément. Apprendre par cœur quelque chose, en fait, c'est différent d'avoir des slides et de connaître son sujet. Quand on le connaît, ça fait 3 ans, on sait de quoi on parle. Quand il y a 180 secondes, c'est un exercice différent. Mais oui, beaucoup, ça m'aide à avoir plus confiance et puis avancer plus sereinement. Et même à la thèse, en fait, je pense peut-être introduire mon sujet via des images que j'ai montrées, enfin que j'ai apprises pendant la MT 180. Ouais. Finalement, mettre un petit peu de cet humour ou de cette façon d'accrocher l'auditoire avec ce que vous avez appris là dans votre vraie thèse finale. C'est ça. Sylvie David, à côté de vous, vous êtes actrice, interprète et vous faites aussi du coaching en entreprise. C'est-à-dire que non seulement vous savez dire un texte, vous êtes aussi autrice, vous savez en écrire et vous savez apprendre à des gens dont ce n'est pas le métier de s'exprimer publiquement et de le faire bien. C'est votre métier. Oui. Alors, voilà, petite question, les premiers trucs pour s'en sortir sur scène quand on a le trac, c'est quoi? Quelle est la première chose qu'on dit à quelqu'un qui est mort de trouille à l'idée de parler devant un public?
On peut dire plein de choses, mais déjà, c'est la préparation et la répétition, comme un acteur. Hein. Ouais. Un acteur qui est lancé sur scène avec du Shakespeare et qui n'a jamais répété, je pense que c'est compliqué. Et puis, forcément, de travailler sa posture, de s'être préparé aussi physiquement. Et puis, si ça dépend d'où vient le trac. Si c'est un problème de confiance, est-ce qu'il va falloir se refaire le film d'une expérience réussie? Est-ce qu'il va falloir s'appuyer mentalement sur des images positives? Et puis, voilà, créer de la confiance. Il y a plein de choses à faire. Mais la préparation, la répétition sont les clés pour aussi pouvoir bien improviser. Quand il se passe, accueillir l'immédiateté, c'est important. Et pour vous, hein, qui n'êtes pas donc du milieu scientifique, la science, ça représente quoi? Je suis très admirative. Ouais. Je trouve qu'il y a deux choses qui font avancer le monde, c'est l'art et la science. Et n'étant pas scientifique, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que l'acteur ou l'artiste a besoin de décoller de la réalité pour vivre, en fait. Et je pense que le scientifique, il a aussi besoin de décoller de la réalité pour créer, pour inventer et pour se poser des questions. Voilà. Très bien. On va terminer notre tour du jury par le président du jury à l'autre extrémité, que vous avez déjà entendu tout à l'heure dans son discours, Jamal Hatif. Je vous vois concentré sur vos notes. C'est difficile d'évaluer rapidement tous ces candidats qu'on voit défiler. Vous vous étiez mis une grille de lecture pour pouvoir les évaluer. Comment vous procédez ? Alors, moi, je suis un élève très studieux, donc on nous a donné une grille et on essaye de noter dans la grille. Non, moi, je suis très heureux, très impressionné. Enfin, quelques-uns parmi nous ici dans la salle ont fait une thèse. Bon, ça date du siècle dernier. Et si on m'avait dit qu'il fallait que j'explique ma thèse en 180 secondes, c'est juste une mission impossible. Je suis impressionné et tranché est très difficile. Parce que, vous l'avez vu, la qualité est assez exceptionnelle, très exceptionnelle. C'est important particulièrement, et peut-être plus aujourd'hui encore qu'à d'autres moments, pour un chercheur de savoir s'adresser au grand public et d'être compris, et pour établir aussi la confiance dont on a peut-être plus que jamais besoin. Évidemment, ça fait quelques années déjà, on est entré dans ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité, où la science et les résultats de la science sont questionnés à tort, parce que y a des puissances, il y a des mouvements qui remettent en cause la science pour des agendas qui ne sont pas les bons. Cela étant, la responsabilité, elle est aussi du côté du chercheur. Parfois, on n'a pas su parler à la société. Parfois, on n'a pas trouvé les mécanismes qui permettent d'abord d'expliquer ce que c'est que la science, comment elle est fondamentale pour nos sociétés. Et puis, on n'a pas été formé, il faut le dire, à faire ce que je vois aujourd'hui. Cet exercice. Cet exercice, il est fascinant. Merci à vous. On peut les applaudir, notre jury très impliqué. Suite des présentations. Umberto Fontana, venez me rejoindre sur scène. Bonjour Umberto. Télécom Sud Paris, services répartis, architecture, modélisation, validation, administration des réseaux. Intitulé de votre thèse, détection de botnet par intelligence artificielle explicable. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Vous déclenchez le chronomètre quand vous voulez. Oups, désolé. Je voulais publier un message sur les réseaux pour dire à quel point je suis content d'être ici. Mais résoudre ce puzzle pour prouver que tu es un humain. Ah ouais, vous savez ce que c'est, non? C'est un CAPTCHA. Un petit puzzle censé être résolu uniquement par des êtres humains et créé pour protéger les applications web contre les robots, aussi appelés des bots. Et non, n'imaginez pas Terminator. Hein? Dans ce contexte, un bot est simplement un agent artificiel qui agit en ligne sans besoin d'intervention humaine. Mais ces bots peuvent voler des informations des cartes bancaires, accéder illégalement aux comptes, ou mener des fraudes à grande échelle, causant chaque année des pertes de plusieurs millions d'euros. Et en plus, ces bots sont conçus pour imiter très fidèlement les comportements humains, ce qui les rend très difficiles à repérer. Et c'est ici que moi j'interviens. Le premier objectif de ma thèse, c'est de reconnaître si l'utilisateur est un humain ou un robot.
Et pour cela, j'utilise des algorithmes d'intelligence artificielle très efficaces pour ce type de tâches. Mon système fonctionne un peu comme un enquêteur. Il analyse les comportements de l'utilisateur, comme le chemin de navigation, le temps d'action, et repère similarités et différences entre eux, et isole ceux qui posent le plus de problèmes. Et une fois trouvés, on les bloque. Mais non, il existe toujours un risque d'erreur. Et bloquer un utilisateur légitime n'est jamais une bonne idée. Pour cela, au lieu de les bloquer, on les renvoie en CAPTCHA. Cela devrait suffire, non? Eh bien, pas forcément. Car aujourd'hui, les bots, ou plutôt leurs créateurs, payent des êtres humains pour résoudre les CAPTCHA à leur place. Et ces types de services à très faible coût sont appelés des fermes de CAPTCHA. Mais alors, comment faire pour rendre les CAPTCHA robustes face à ce type de contournement? Moi, j'ai découvert que quand on propose un CAPTCHA, le temps qu'il met pour arriver jusqu'à l'utilisateur peut révéler beaucoup. Imaginez, vous commandez une pizza. Quand le livreur part, en connaissant son point de départ, vous pouvez estimer le temps d'arrivée. Mais si ce temps c'est beaucoup plus que prévu, vous pouvez imaginer qu'il s'est arrêté en route. Et de la même manière, analyser le temps de trajet d'un CAPTCHA permet de savoir si l'utilisateur joue loyalement ou pas. Et mon boulot, c'est d'intégrer ça au CAPTCHA pour le rendre plus efficace, mais moins compliqué à résoudre. Et bon, CAPTCHA résolu, message publié, je suis vraiment content d'être ici. Merci. Merci Umberto, bravo. Nous allons accueillir à présent Louise Loridon. Bonjour Louise, ENSTA, unité d'économie appliquée, intitulée de votre thèse « Analyse de l'impact du transport maritime conteneurisé sur la biodiversité marine à travers l'élaboration d'une méthodologie de mesure de l'empreinte biodiversité marine ». Est-ce que vous êtes prête, Louise? Oui. Alors, vous lancez le chrono quand vous le souhaitez. Est-ce que vous saviez que 80% des produits que nous consommons arrivent par bateau? Et oui, le transport maritime est nécessaire pour nos échanges. Et en apprenant ça, je me suis demandé quels étaient ses impacts sur l'environnement. Alors, du point de vue des émissions, le transport maritime, c'est le moins polluant à la marchandise transportée. Parce que les navires sont si gigantesques que rapportés à une télé ou une orange, finalement, ce n'est pas grand-chose. En revanche, du point de vue de la biodiversité marine, les impacts des bateaux ne sont pas négligeables. Mais il n'existe pas encore d'outils de mesure. Et c'est pour ça que j'ai créé ma thèse. L'idée, c'est de fournir aux propriétaires des navires une vision complète de leurs impacts, appelée empreinte biodiversité marine. L'empreinte, c'est la marque que l'on laisse sous nos pas. Et mon but, c'est de parvenir à tracer les contours complexes et presque invisibles de cette marque laissée par nos navires dans l'océan. C'est un peu le même principe que l'empreinte carbone, qui compte combien de CO2 on a émis pour faire un trajet. Un calcul simple, rapide, mathématique. Mais comment mesurer nos impacts sur le vivant, sur les prairies marines, sur les baleines? Eh bien, c'est là tout l'intérêt de ma thèse. Réussir à quantifier le non quantifiable. Pour ce faire, je construis des indicateurs en 2 étapes. J'analyse les impacts cités par la science sur la biodiversité, puis du côté des navires, comment on peut agir pour les réduire en limitant les coûts pour le business. Un exemple d'impact que j'étudie, le bruit sous-marin. Les navires vont vite et font beaucoup de bruit, environ 180 décibels. Et déjà, au décollage d'un avion à 130 décibels, nos oreilles n'en peuvent plus. Mais les baleines ont ce bruit en permanence et ça les empêche de communiquer. Donc mon but, c'est de mesurer ce bruit et d'inciter les navires à ralentir. Ça, c'est un impact, mais il y en a plein d'autres. Les pertes de conteneurs, les collisions avec les baleines, etc., etc. Je combine tous ces indicateurs dans un algorithme et j'obtiens une note entre A et E, un peu comme un Nutri-Score environnemental qui classe non pas les tartes au chocolat, mais les navires du moins impactant au plus impactant. Mon idéal avec cet outil,
c'est que la flotte mondiale prenne conscience de ses impacts et s'améliore. Ça, c'est mon idéal. Mais avant tout, ce que je veux que l'on retienne, c'est qu'il est possible et plus juste de voir au-delà de notre focus sur le carbone et qu'en intégrant la biodiversité, on a tout à y gagner pour lutter contre le changement climatique. En fait, plutôt que de regarder l'océan à travers le trou de la serrure, je nous invite à ouvrir la porte. Bravo Louise. Et nous allons maintenant accueillir Nadir Soucha. Bonjour Nadir. Bonjour. École Polytechnique, laboratoire interdisciplinaire de l'École Polytechnique en sciences humaines et sociales, intitulé de votre thèse « L'impact de la décarbonation sur les stratégies achats du groupe Valeo, le cas des achats de matières en Inde pour l'activité matériaux de friction d'embrayage ». Est-ce que vous êtes prêt, Nadir ? Tout à fait. Alors le chronomètre est devant vous, vous le déclenchez quand vous voulez. Décarboner en Inde, paradoxe, oxymore, mais enfin c'est connu, l'Inde est l'un des pays qui émet le plus de CO2 au monde. Voilà ce qu'on m'a répondu quand j'ai expliqué autour de moi que je voulais voir comment on fait en Inde pour réduire les émissions de CO2 dans l'industrie automobile. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on émet 1 tonne de CO2, c'est un peu comme si on prenait une catapulte pour expédier l'équivalent en poids d'une Twingo dans l'atmosphère. Et ce sont ces tonnes d'émissions de CO2 émises chaque année par l'activité humaine qui sont responsables aujourd'hui du réchauffement climatique. Alors, un peu comme dans la série Les Experts, mais version New Delhi, j'ai décidé de mener ma propre enquête. L'idée, c'est de comparer 2 sites industriels d'un équipementier automobile, Valeo, qui fabrique des pièces pour embrayage à la fois en France et en Inde. Notre problématique, parlons-en. On est face à un paradoxe. Face à un dilemme presque cornélien. On veut d'un côté réduire les émissions de CO2, ce qu'on appelle la décarbonation, et de l'autre, il faut être rentable aussi, parce que sauver la planète, c'est bien, mais avec le compte bancaire bien fourni, c'est encore mieux. Alors je suis parti pour l'Inde, et pour un chercheur en sciences de gestion, partir en Inde, c'est partir à l'aventure. On passe de l'enquêteur des experts à un mix de Tintin, Mike Horn ou Dora l'exploratrice, si vous préférez. Afin de mener mon enquête, j'ai donc interrogé les salariés de l'usine, j'ai observé dans le détail le processus de fabrication, j'ai comptabilisé les émissions de CO2 et là, stupéfaction, plot twist, je découvre qu'à production égale, le site indien émet moins de CO2 que le site français et que 7000 tonnes d'émissions de CO2 sont évitées chaque année en réalisant même quelques économies au passage. 7000 tonnes d'émissions de CO2. C'est l'équivalent en poids de 7000 Twingo qu'on ne va pas catapulter dans l'atmosphère afin de préserver notre climat. Les raisons d'un tel résultat, un combo gagnant qui comprend notamment la suppression du gaz dans le processus de fabrication, l'utilisation d'énergies renouvelables à près de 90%, principalement du solaire et de l'éolien, et la recherche d'alternatives et de matériaux plus durables auprès des fournisseurs. Mon enquête que j'ai menée auprès des Indiens que j'ai rencontrés a contredit par les faits les a priori qu'on peut avoir sur la décarbonation dans leur pays. Et j'ai même appris auprès d'eux comment on pourrait faire pour reproduire ce résultat dans l'industrie automobile afin de préserver notre belle planète. Et pour cela, je veux leur dire Nandri, ce qui en tamoul veut tout simplement dire merci. Merci à vous. Bravo. Merci Nadir. Nous allons maintenant accueillir la 10e et dernière candidate. Je précise que l'ordre de passage des candidats a été tiré au sort, parce qu'effectivement, ce n'est pas exactement pareil de passer en premier ou en dernier, mais tout ça a été tiré au sort. Nous accueillons donc notre 10e candidate, Magali Korolev. École Polytechnique, centre de physique théorique.
Intitulé de votre thèse « Système corrélé en interaction, transport en physique mésoscopique et information quantique ». Tout à fait. Magali, est-ce que vous êtes prête? Oui. Bon, le sourire est là en tout cas. Vous avez le chronomètre devant vous. Parfait. Vous pouvez le déclencher dès que vous voulez. Vous avez déjà joué aux échecs? Bon, alors vous savez probablement qu'aux échecs, tout part de règles très simples. On a un plateau avec des cases noires et blanches et des pièces. Certaines se déplacent d'une case, d'autres en diagonale et d'autres en L. Des règles élémentaires à partir desquelles il existe pourtant une quasi-infinité de parties possibles. Eh bien moi, pour ma thèse, je joue aux échecs, mais avec des électrons. Sauf qu'il n'y a pas de gagnant et pas de perdant. En fait, le but, c'est d'observer, de comprendre et de réussir à prédire les différentes stratégies de jeu que les électrons vont développer en fonction des règles qui leur sont données. Alors, je commence par choisir un échiquier, rectangulaire ou circulaire, avec des cases carrées ou triangles. Puis, je fixe les règles et j'observe ce qu'il se passe. Alors, pour choisir ces règles, je me demande combien d'électrons je mets sur mon échiquier? Un sur chaque case ou plus espacé? Comment est-ce qu'ils se déplacent, mes électrons? Comme un pion, comme un roi ou comme une tour? Peuvent-ils interagir lorsqu'ils sont sur des cases voisines? Peuvent-ils être plusieurs sur la même case? À partir de là, mon but, c'est de comprendre quel comportement les électrons vont développer, suivant les règles, et d'en déduire les propriétés électromagnétiques des matériaux. Bon, c'est très simple, je vous explique. Par exemple, si les électrons ne peuvent pas bouger, alors l'électricité ne circule pas. On dit que mon matériau est isolant. En revanche, si mes électrons peuvent se déplacer librement d'un bout à l'autre de l'échiquier, alors l'électricité circule et mon matériau est conducteur. Mais parfois, selon les règles, ils font bien plus étonnant. Mes électrons vont tourner en rond, produire des vagues, ou se déplacer selon deux fils à sens contraire, comme sur une autoroute. Ces comportements, on les appelle des comportements complexes émergents, et ce sont eux qui sont à l'origine de nouvelles propriétés dans les matériaux. Par exemple, générer un champ magnétique, réfléchir la lumière, ou même faire léviter un petit morceau de métal. Et c'est là que j'interviens. Le but de ma thèse, c'est d'imaginer des règles simples, capables de produire ces fameux comportements complexes, et de comprendre comment et pourquoi est-ce qu'ils apparaissent sous certaines règles, sous certaines géométries, et pas d'autres. Et une fois que j'ai compris, je transforme ça en équations. Bon, alors c'est un défi mathématique, puisque je dois écrire et résoudre des équations complexes. C'est un défi numérique, puisque, pour étudier les différentes stratégies, je simule de nombreuses parties d'échecs d'électrons sur mon ordinateur. Et enfin, c'est un défi technologique. En effet, maîtriser le comportement des électrons aujourd'hui, c'est comprendre comment naissent les propriétés dans les matériaux, et donc décider de comment nous produirons, transporterons et consommerons l'énergie demain pour faire face aux enjeux environnementaux. Car comprendre les règles, c'est maîtriser la partie. Échec et maths. Merci et bravo. Voilà, les 10 candidats sont passés. Je vais vous indiquer dans quelques secondes comment vous allez pouvoir voter. Avant cela, j'invite le jury à se retirer pour aller délibérer. Il n'y a pas une minute à perdre parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Vous allez donc délibérer à huis clos en présence de Nathalie Bourdieu, directrice administrative de la Graduate School. Voilà, alors je vous explique comment vous allez pouvoir voter. Vous aurez 10 minutes pour le faire. Votre vote désignera le candidat qui recevra le prix du public et ce prix lui donnera accès à la finale régionale Île-de-France qui aura lieu le 16 avril prochain. Donc vous scannez le QR code qui est derrière moi. Vous avez donc une liste des 10 candidats qui apparaît. Prenez quelques minutes pour réfléchir quand même à ce que vous avez vu. Vous avez 10 minutes pour voter, donc ne vous précipitez pas en 30 secondes. Et vous choisissez le candidat ou la candidate qui vous a semblé le plus convaincant ou la plus convaincante. Vous validez votre choix et ce sera ainsi voté. Le vote démarre à partir de maintenant et vous avez 10 minutes. On se retrouve dans 25 minutes sur scène pour le dénouement final. Nous connaîtrons le choix du jury et nous connaîtrons le résultat de votre vote. À tout à l'heure.
Nous allons enfin connaître le dénouement de cette matinée de compétition. Et pour connaître les différents vainqueurs, je demande au jury de venir me rejoindre sur scène. Jamal Hatif, Étienne Brière, Audrey Sedano, Mathieu Lefrançois, Sylvie David, Amélie Kies, Kélia Magnange. Venez donc me rejoindre sur scène et je vais vous donner un petit micro, Jamal, pour que vous nous disiez brièvement comment se sont passées les délibérations. Est-ce qu'il est allumé ce micro? Voilà. Oui, donc vous m'entendez. Les délibérations, les fameuses délibérations. Bah, écoutez, ça s'est très bien passé. Vous nous avez vu arriver presque souriant et presque en avance. On est tous là. Il n'y a pas eu de fâcherie entre nous. Non, évidemment, le choix a été difficile, mais on était bien préparés. Je peux dire au nom de l'ensemble du jury que nous étions vraiment très impressionnés par l'ensemble des prestations. On avait pris nos petites notes qui ont aidé et finalement on a convergé, c'est un terme qui a été utilisé, en moins des 25 minutes qui nous avaient été demandées. Donc très bien et vous allez voir, je pense qu'on a fait le bon choix. Bon, bah, écoute, on espère en tout cas. Un mot de remerciement aux partenaires de ce prix, la Casden Banque Populaire. Nous sommes avec, mettez-vous un peu dans la lumière, Sylvain Alexandre, qui est responsable régional fonction publique de la Casden Banque Populaire, qui nous accompagne chaque année et qui remettra des petites enveloppes avec les prix pour nos différents lauréats. Et nous allons tout de suite apprendre quel candidat, vous, le public, vous avez récompensé. La lourde tâche revient à Kélia Magnange. Venez donc au centre, piquez le micro à Jamal. Kélia, je rappelle que vous êtes élève de terminale au lycée. Pour vous, ça s'est passé comment, les délibérations? Franchement, c'était difficile. Mais on est persuadé qu'on a fait le bon choix, mais que j'aimerais déjà applaudir tous les candidats qui sont passés, parce que ce n'est pas un exercice facile. Et bravo à eux. Bon, super. Et pour vous, c'était une expérience intéressante. Ils vous ont laissé parler, vous avez pu donner votre, vous avez eu votre mot à dire. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, vous avez l'enveloppe dans la main. Je vous laisse annoncer quel candidat, le public, donc vous avez choisi de récompenser ce matin. Alors, on va faire un petit roulement de tambour, un tapage de pied de toute l'assistance. Vous pouvez aussi nous aider pour faire un peu cette espèce de suspense qui va monter. Allez, allez-y. Je suis ravie de remettre le prix du public qui est décerné à Margareta Castellano. Oh, j'ai bugué. Castellano, venez nous rejoindre. Alors, Kélia, vous n'avez pas encore complètement rempli votre mission puisque vous allez remettre très officiellement, voilà, ce prix. Pardon. Et puis, merci beaucoup. C'est pas celui-là, pardon. Alors, Sylvain, Alexandre, restez en retrait. Et nous allons donc prendre la photo très officielle pour ce moment, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, quelques mots de remerciement. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? J'ai un micro déjà. Merci beaucoup avant tout au public, mais aussi aux membres de la jury et à nos formatrices, bien sûr, Valérie et Elodie, qui nous ont bien formés tout au long de cette aventure. Comment ça se passe, justement, cet entraînement, ce coaching? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous apprend? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce que ça vous a apporté? Il y a tout d'abord une phase d'écriture où on va donc rédiger nos textes, donc une phase de vulgarisation qui est plutôt, je vais dire même, challengeante, comment dire, parce que donc il faut vulgariser tous les aspects techniques de nos textes, trouver un moyen, des métaphores pour les expliquer. Et ensuite, il y a tout le travail de prise de parole, de mouvement, mise en mouvement du texte, etc., qui est aussi très intéressant et qui est aussi, pour le coup, un peu plus individuel. En fait, les deux aspects sont aussi très personnalisés et on a des conseils individuels de la part des deux formatrices. Du coup.
Ben, bravo à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Vous pouvez encore l'applaudir, Margarita Castellano, Merci. qui, grâce à ce prix, à cette récompense, a sa place assurée pour la finale. Ouais, et apparemment, qui fait l'unanimité aussi en coulisses. Et nous allons à présent connaître le 3e prix du jury qui va être remis par Sylvie David. Donc on vous donne le micro, Sylvie, et vous allez nous annoncer à qui vous avez choisi d'attribuer ce 3e prix. Alors c'est avec une grande joie qu'on va donner le prix le troisième prix à Kate Sorg. Kate Sorg, venez nous rejoindre. Alors on va vous écouter dire quelques mots et puis ensuite on vous remettra le... Voilà, vous pouvez déjà nous dire ce que ça vous inspire? Excusez-moi, j'ai pas préparé cette partie. J'ai préparé les 3 minutes. Va falloir improviser maintenant. Oui. Je vous remercie tout le monde, tous les organisateurs, tous les membres du jury, l'animateur, tout le grand public, les formatrices qui nous a aidés, et bien sûr tout le monde de mon laboratoire qui vient de me supporter. Merci, merci et bravo. On vous remet très officiellement votre prix et puis la question officielle, la photo officielle. Et on vous remet aussi, la CASDEN vous remet votre chèque cadeau. Il y a photo dans la salle ou pas photo? Ben merci à vous, on peut vous applaudir. Merci. Et nous allons à présent découvrir le 2e prix qui va être remis par Étienne Brière. Étienne, qui avez-vous choisi de récompenser pour ce 2e prix? Grand suspense, grande difficulté. Nous avons choisi Magali Korolev. Magali Korolev. Alors, bravo pour avoir vulgarisé un sujet difficile. Vous voulez dire quelques mots peut-être? Alors je ne sais pas si on le voit de très loin, mais vous avez un maquillage, voilà, la seule qui avait fait cet effort de maquillage rose qui pétille autour de chaque œil. Ça vous a porté chance manifestement. Je pense que Margarita l'a déjà dit, mais je tiens surtout à remercier Valérie et Elodie qui nous ont été d'une aide très précieuse. Et merci à tous les autres candidats parce qu'on a passé un très bon moment à chaque fois qu'on s'entraînait tous ensemble et c'était une super bonne ambiance. Oui, il y a une bonne ambiance. Hein. C'est-à-dire que c'est une compétition, mais en même temps, on vous sent très soudés. Ça se reproduit chaque année, ça. Ouais. Vous êtes vraiment unis. Quand je suis arrivé tout à l'heure dans les répétitions, je vous ai vu faire un échauffement, vous sautillez, vous vous étirez. Enfin, il y a une vraie communion entre vous. Fait. Bon, ça restera une bonne expérience. Vous soutenez votre thèse dans combien de temps? L'année prochaine. D'accord. J'espère. On vous le souhaite, on vous le souhaite. Merci à beaucoup. vous. Bravo. Et l'heure est venue de connaître celui ou celle qui remporte cette finale, le premier prix. Qui est-ce qui remet? C'est Mathieu Lefrançois qui remet, qui nous annonce très officiellement la personne que vous avez choisi de récompenser. Oui, juste avant, je crois que vous avez un petit cadeau à faire en plus. Effectivement, déjà, je voulais dire merci aux organisateurs de m'avoir permis de faire partie du jury. Bravo, évidemment, à tous les candidats et les candidates pour leur brillant exposé. Et voilà, je voulais dire que Sciences et Vie étant partenaire de ma thèse en 180 secondes, on est très heureux de pouvoir offrir un abonnement d'1 an au magazine Sciences et Vie à l'ensemble des lauréats et des lauréates d'aujourd'hui. Super. Voilà. Merci à vous de votre générosité. Et sans plus attendre, le jury a décidé de remettre le premier prix. Roulement de tambour. Ah oui, Elodie m'a dit qu'il fallait que je fasse le roulement de tambour. Allez, je fais le roulement de tambour. Et on est très content parce que, on a choisi comme le public. Le premier prix est remis à Margarita Castellano. Margarita, le retour. Merci beaucoup. Félicitations. Merci.
Ça pouvait difficilement mieux se passer, hein, c'est le carton plein, prix du jury et à la fois prix du public, ce qui veut dire que le troisième prix ira aussi en finale, puisque vous occupez 2 prix à vous toute seule. Ça libère une place et le troisième prix ira aussi en finale. Vous voulez dire un petit mot? C'est votre moment. Il faut qu'on vous écoute un peu quand même. Eh bien, merci encore aux membres du jury une deuxième fois et merci à tout le monde encore. C'était génial. Donc merci beaucoup. Bravo. Merci. Oui. Donc nous avons comme premier prix Margarita Castellano, comme deuxième prix du jury Magali Korolev et Kate Sorg qui est troisième prix, qui va nous rejoindre d'ailleurs. Alors oui. C'est ça, oui, c'est ça, c'est normal, j'en ai 3, j'en ai pas 4, puisqu'il y en a une qui fait 2, c'est ça. Il faut le temps que je me remette tout dans l'ordre. Vous allez donc vous retrouver en finale régionale Île-de-France. Ça se passera le 16 avril. Et puis on vous souhaite d'aller à l'étape d'après encore, finale nationale, mais chaque chose en son temps. On va faire venir tous les candidats sur scène pour que vous puissiez les applaudir une dernière fois. Et puis ensuite, il y aura un temps d'échange. Vous allez pouvoir discuter un peu avec les 10 candidats. Je vous invite, les 7 autres, à venir nous rejoindre sur scène. Venez prendre la lumière, mettez-vous devant, n'ayez pas peur. Il faut qu'on vous voit quand même. Voilà, ils s'étaient entraînés durement, la clarté de leur... Il faut savoir qu'une thèse, c'est beaucoup de travail, ça prend beaucoup de temps, et en plus de ça, ils ont pris le temps de travailler ces présentations, qui étaient vraiment, c'était très enrichissant, c'était un vrai bonheur de vous écouter. Et on va pouvoir maintenant peut-être discuter un peu plus à bâton rompu, vous allez pouvoir répondre aux questions dans la salle. J'indique aussi que la finale dont je parlais, la finale régionale Île-de-France, ça sera à Gif-sur-Yvette, à la salle La Terrasse, ça c'est en public, donc si dans la salle, certains veulent venir vous soutenir et assister à vos présentations et à celles des autres candidats à la finale régionale, ce sera possible, ce sera le 16 avril. Voilà, on peut les applaudir une dernière fois, s'il vous plaît. Bravo tout le monde. Le jury, je vous invite, le jury, à regagner vos places. Et puis, les 10 candidats, restez sur scène avec nous. Approchez-vous un petit peu. On va récupérer un micro. Je ne sais pas qui a le micro. Hop, c'est Jamal qui s'en va avec le micro. Hop, on va en avoir besoin, merci. Bon, je vous le donne arbitrairement, mais vous le ferez tourner. Je vous prends aussi ça pour vous débarrasser un peu. Vous les récupérerez après. Et j'invite le public. Il y a 2 micros dans la salle. Vous pouvez garder les petites enveloppes. Je prends juste les gros. Voilà. Et le public, il y a un micro qui circule, voire 2 dans la salle. N'hésitez pas, vous allez pouvoir poser vos questions, soit sur cet exercice, sur la compétition, soit sur leurs recherches, sur ce qu'ils vivent dans leur laboratoire, sur comment ils envisagent leur métier de chercheur plus tard. Toutes les questions que vous voulez leur poser. Alors c'est souvent la première question qui est un peu intimidante. N'hésitez pas à la poser. Oui ? Déjà, félicitations à toutes et à tous, puisque c'est vraiment une performance incroyable. Et j'avais une question pour Nathan. Vous avez dit que la perte d'énergie emmagasinée par les électrons était due aussi à d'autres facteurs, hormis les collisions que vous avez développées. Est-ce que vous pouvez rapidement nous en parler ? Nathan. Je parle dans ce micro-là. Merci beaucoup pour ta question. Ça me permet d'éclaircir certaines choses. Donc, effectivement, j'ai parlé que d'une façon qu'ont les électrons de perdre l'énergie à cause des collisions contre les atomes. Il y en a d'autres. Il y a notamment ce qu'on appelle les recombinaisons. Donc, tu as des porteurs, des électrons, qui perdent d'un coup leur énergie parce qu'ils émettent un photon. C'est une manière pour eux de relaxer. Je vous rappelle, dans mon titre de thèse, je parle de la relaxation des porteurs chauds. Porteur, c'est un simple synonyme pour électron. Donc, il y a les collisions, les recombinaisons. Voilà, c'est les 2 voies principales de perte d'énergie dans les semi-conducteurs. Est-ce que ça répond complètement à ta question ou est-ce que tu veux des précisions ? Est-ce que Nathan était à la hauteur de cette question ? Ah, alors, pardon, t'as plus de micro ? Hop. Non, en vrai, c'est quand même assez compréhensible, donc merci beaucoup. D'accord, c'était assez compréhensible. Bon, merci Nathan, du coup, ça passe.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois un micro avec quelqu'un qui le tient. Bonjour. Bonjour. Déjà, bravo pour votre performance. Votre performance, on peut encore applaudir? Et la question que j'ai à vous poser, c'est par rapport à la thèse. Déjà, combien de temps, combien d'années ça prend pour finaliser vraiment une vraie thèse? Et c'est quel pourcentage de travail, on va dire, que vous faites ici, que vous faites convier à la thèse? Alors, qui veut répondre à ça sur le temps passé? Bon, puisque tu as le micro, vas-y. Je sens que cette question t'enthousiasme. En même temps, vous avez tous vos micros hop, donc en fait, je ne sais pas pourquoi je vous ai donné un micro. Vous devez pouvoir parler avec, non? Avec celui-ci? Ouais. Ouais, donc c'est bon, il fonctionne. Il fonctionne. Donc, la première question, c'était sur le temps de la thèse, c'est ça? Le temps que ça prenait? Ouais. Et en fait, il y a des formules classiques dans lesquelles on est beaucoup, surtout pour les matières qui sont plutôt autour de la physique, des mathématiques, de la biologie. En général, c'est 3 ans qu'on peut faire durer un peu plus longtemps, 3 ans, 4 ans. Je suis en première année de thèse, donc quelqu'un pourra compléter après. Mais en revanche, il peut y avoir des thèses, par exemple en philosophie ou en histoire qui vont durer, ou en sociologie qui vont durer plus longtemps, qui peuvent durer 5 ans, plus longtemps. Et il y a même des personnes qui font ce projet de thèse en parallèle d'un métier à côté et qui font ce travail de recherche en parallèle d'un métier à côté. Donc il y a plein de formules différentes et c'est en fonction de nous aussi ce qu'on a envie de faire comme travail de recherche. Pour tous les 10, la thèse, c'est à temps plein, c'est-à-dire que vous êtes sur une thèse à 3 ans avec ce qu'on appelle une bourse de thèse pour la financer, c'est ça? Non, je vois un non. Alors explique-nous, Nadir. Il y a une autre formule qui existe. Attends, alors en fait ton micro marche pas. En fait, pour les ingé sons, c'est peut-être compliqué d'allumer les 10 micros en même temps. Vas-y. Il y a une autre formule qui existe, c'est la thèse CIFRE, qui permet en fait d'avoir un contrat de collaboration avec un laboratoire de recherche, également une entreprise. Et donc c'est l'entreprise qui va dans ce cadre-là financer la thèse pendant 3 ans sur un projet qui est convenu en fait entre le labo et l'entreprise et l'ANRT. Sinon, le schéma plus classique ou plus général. Alors, faut rappeler peut-être, qui veut rappeler le parcours avant de faire une thèse? Qu'est-ce qu'on fait? Pendant combien de temps? Et qui a droit de faire une thèse? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce Graal qui est une thèse? Parmi les lauréats, peut-être. Du coup, il faut faire des études post-bac. Il y a différentes options. Donc, après le lycée, vous pouvez soit aller dans une classe préparatoire pour préparer les concours d'entrée dans les grandes écoles, soit aller directement à la fac, faire une licence. Mais dans tous les cas, avant de faire une thèse, il faut valider l'équivalent d'une licence et d'un master, donc 5 ans d'études, ou plus si vous faites des césures ou des réorientations. Donc la licence, c'est les 3 premières années, et le master, c'est encore plus 2, donc on arrive à 5. C'est ça, exactement. Donc la licence, c'est 3 ans et le master, c'est 2 ans. Ok. Voilà. Et une fois qu'on a le master, la thèse n'est pas automatique. Non, il faut candidater effectivement à une bourse de thèse. Donc là, il y a différentes options. Donc, si on ne fait pas CIFRE, on candidate soit par ce qui s'appelle l'école doctorale. Donc, ici, je ne sais pas les autres comment ils ont fait, mais moi, j'ai candidaté à l'école doctorale. Donc, chaque université, en gros, a un certain nombre de bourses à octroyer. Et c'est un concours d'entrée, quoi. Je ne sais pas, il y a... Je dis n'importe quoi, 100 candidats et 20 bourses à la fin. Donc il faut monter un dossier, préparer un oral, justifier de son projet de thèse, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Mais pour ça, en général, on est préparé par des professeurs qui nous aident, la personne dont on envisage qui sera notre directeur ou directrice de thèse. Et les autres options, c'est parfois, il y a des chercheurs qui ont déjà un financement. Donc s'il y a des profs qui ont déjà un financement, vous pouvez juste aller les voir et leur dire j'aimerais bien faire une thèse avec vous pour telle et telle raison. Et si ça se passe bien, ils vont dire ok, je vous prends, j'ai de l'argent et on fait la thèse ensemble. Voilà, pour les informations qui peuvent aider les lycéens. Je crois que c'était aujourd'hui le dernier jour pour Parcoursup, donc c'est quelque chose des questionnements qui doivent les tarauder en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, on vous écoute. On avait juste une question du coup sur toutes vos thèses en général. On voulait savoir comment est-ce que vous arrivez à trouver un projet de thèse? Oui, c'est quoi le cheminement jusqu'à... Comment vous êtes arrivé en fait à votre question voilà. Alors, bon, ça approfondit un peu ce qu'on était en train de se dire. Qui veut répondre, puisque c'est une question un peu générale, qui veut se prononcer là-dessus,
sur le choix du sujet. Parce qu'on a parlé un peu du financement avec la bourse, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes chacun d'entre vous sur des sujets très pointus? Qu'est-ce qui fait que vous avez atterri là? Alors, pour ma part, je ne sais pas si c'est le cas, enfin, je ne crois pas que ce soit le cas de tous les doctorants ici, mais on pourra compléter avec la réponse de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai découvert le transport maritime en faisant un stage et j'ai toujours voulu travailler dans l'environnement. Et du coup, quand j'ai découvert ce secteur de transport maritime, ça m'a vraiment plu. Et j'ai vu qu'il y avait plein d'enjeux environnementaux et du coup, qu'il n'y avait pas ce que j'essaye de créer là, l'empreinte biodive. Et donc, je me suis dit, ça serait un super beau projet. Et en fait, la thèse correspondait parfaitement à ce projet que je voulais mettre en place. Du coup, je n'ai pas candidaté à une bourse doctorale. J'ai du coup tout créé. J'ai été chercher des directeurs de recherche. J'ai monté le projet. Et pour le sujet, en fait, ça vient un peu au fur et à mesure. Au début, on commence assez large. On regarde ce qui existe déjà dans la littérature scientifique. Et on peut trouver des endroits où, du coup, il y a des manques de recherche et se dire, ça, j'ai envie de le faire. Et ensuite, le sujet, en fait, il se rétrécit en lui-même parce qu'on n'a que 3 ans. Et c'est assez poussé quand même, la thèse. Donc il faut réussir à sortir des résultats qui soient plausibles et scientifiques. Est-ce que quelqu'un veut préciser la façon dont il est tombé? Est-ce qu'on peut tomber par hasard sur un sujet de thèse parce que c'est une occasion qui se présente et ce n'est pas forcément là-dessus qu'on pensait chercher et finalement on se passionne pour un sujet qu'on n'a pas choisi? Il y a des gens qui disent oui, il y a quelqu'un qui veut témoigner, raconter une anecdote personnelle. Moi, je n'ai pas forcément choisi mon sujet de thèse. En fait, en mathématiques, c'est très compliqué de savoir ce qu'il y a à faire, ce qui n'a pas déjà été fait et ce qui est faisable, surtout. Donc, j'ai plutôt demandé une thèse à une professeure dont j'avais beaucoup aimé le cours. Donc, je savais quel type de mathématiques je voulais faire. Je lui ai demandé un sujet et donc c'est elle qui m'a à son tour proposé un sujet de thèse qui donc m'a tout à fait convaincue. Oui. Et, voilà. Et qui nous a convaincus aussi ce matin, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je vois une main qui se lève. J'aurais une question concernant les thèses CIFRE. Alors moi, je suis lycéen, mais je vais souvent à Télécom Paris. Et j'avais assisté à une soutenance de thèse CIFRE. Et apparemment, le thésard en question avait assez mal vécu sa thèse. Et aujourd'hui, je ne trouve plus réellement de doctorants en thèse CIFRE. Donc j'aimerais savoir, est-ce que ça existe encore? Et est-ce que vous connaissez... On a au moins un spécimen, peut-être le dernier Mohican des thèses CIFRE. C'est si en voie de disparition que ça? Je crois pas. Hein. Non, c'est pas en voie de disparition. Après, c'est individuel. Je pense que c'est aussi une relation humaine avec le directeur de thèse. C'est quelque chose qui se construit, la thèse. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui doivent être réunis pour que ça puisse marcher. Là, il y a peut-être plus de facteurs parce qu'il y a aussi une entreprise. Et parfois, les attentes de l'entreprise, les attentes court terme et opérationnelles de l'entreprise ne rentrent pas forcément dans ce qu'on attend dans un travail de recherche. Mais c'est vraiment, je dirais, quelque chose d'individuel. Pour ma part, je fais une CIFRE depuis 3 ans, ça se passe très bien, je suis très satisfait on va dire, du format, voilà, mais c'est assez individuel. Je ne sais pas si quelqu'un... Oui, vas-y. Juste sur la CIFRE, parce que du coup, j'en fais une, je suis chez un armateur, enfin un propriétaire de navire, du coup. Et en fait, je trouve qu'il y a un avantage, enfin dans mon cas, à la CIFRE pour le projet, et je pense que c'est pareil pour toi, c'est que c'est hyper appliqué directement. Tu fais de la recherche qui est directement applicable dans le secteur, enfin dans la réalité industrielle pour mon cas. Et je trouve que justement d'avoir des jours en entreprise et des jours en laboratoire, enfin moi ça me comble parce que justement c'est très complet et je pense qu'il faut bien se connaître, mais si aussi tu veux si tu veux faire purement de la recherche. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais je pense que c'est peut-être mieux de faire une thèse classique, on va dire, avec des financements en école doctorale. Mais si, par exemple, le milieu de l'entreprise t'intéresse, la CIFRE, c'est un super bon moyen, après ta thèse, de pouvoir être en entreprise parce que tu auras eu 3 ans d'expérience en entreprise en faisant ta thèse, en faisant de la recherche. Donc, pour qu'on comprenne bien, pour les non-initiés, peut-être dans la salle, donc
la thèse CIFRE, c'est à cheval entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Donc vous avancez dans ces deux univers-là, mais avec peut-être plus la volonté d'avoir des résultats applicables immédiatement, de la science appliquée, alors que la recherche plus classique, enfin la bourse plus classique, la thèse plus classique dont vous parliez, c'est dans un laboratoire, et ça peut être de la recherche fondamentale, c'est-à-dire on ne sait pas forcément à quoi ça servira, on veut déjà comprendre. Je vois Dodeliné, vous avez le droit de dire que j'ai rien compris. Hein. Moi aussi, je suis là pour apprendre. Allez-y, dites. Pas forcément, effectivement. Parce que la boîte, l'entreprise, elle s'est intéressée en fait pour des applications de ta recherche, mais parfois ils sont intéressés par la propriété intellectuelle. Du coup, ça peut être aussi que si on recherche que ça va être appliqué dans quelques années, mais il peut prendre un brevet sur ça. Du coup, ils sont bien intéressés aussi pour avoir des recherches un peu plus théoriques, on peut dire. Dans les entreprises, on est aussi preneur de recherche fondamentale, hein, c'est ce que vous dites. Prends le micro, s'il vous plaît. Et vice-versa, on peut faire de la recherche appliquée en laboratoire. Voilà. Oui, d'accord. Donc la frontière est plus floue que ce que je disais. Bon, je ne sais pas si ça aura précisé les choses, du coup, pour notre public. Est-ce que vous voulez poser des questions? Oui. Qui a le micro? Avec la fumée et les projecteurs, je suis dans une sorte de brouillard. Ne me laissez pas seul. Est-ce qu'il y a une personne qui veut poser une question? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui soit présent dans la salle? Oui, je vois des mains qui se lèvent. Prenez le micro, on vous écoute. Moi, c'est juste une question. Est-ce que c'est commun dans les thèses de voyager ou d'aller autre part pour ces recherches ou autre? J'imagine que tu poses la question par rapport à l'Inde. C'est par rapport à ça, peut-être? Non. Ouais. Bon. Alors, est-ce que c'est commun? Ça dépend de ton sujet. Là, pour mon sujet, j'avais besoin en fait de me rendre en Inde pour faire une recherche appliquée sur le terrain, récolter des informations, avoir une approche empirique pour récolter des informations que jugées pertinentes par mon entreprise, mon directeur de thèse, le labo, etc. Ça dépend. Alors, je vais faire la réponse un peu normande, voilà, ça dépend. Parfois oui, parfois non, je sais pas si... Tiens, je vois plusieurs mains qui se lèvent. Apparemment, le voyage, ça vous inspire. Vas-y, et puis après... Je suppose que tu poses aussi la question pour la Drôme. Mais c'est vrai. Non, mais je voulais aussi... Donc, en effet, pour notre travail, on peut se rendre sur un territoire qu'on étudie. Donc, il y a ce format-là. Et par exemple, dans les sciences du climat, il y a beaucoup de personnes qui étudient ce qui se passe dans les climats... dans les hautes latitudes, donc vers le nord ou vers le sud, et qui font des voyages magnifiques là-bas. Donc c'est possible. Et il y a aussi via les travaux de recherche et les partenariats qu'on fait. Donc il y a très souvent des conférences internationales sur nos sujets qui sont organisées. Et là, c'est aussi l'occasion de voyager et de rencontrer des chercheurs qui travaillent aussi sur les thématiques qui nous intéressent, et de partout dans le monde ou de partout en Europe. Ça dépend de l'échelle de cette conférence. Donc il y a plein d'opportunités internationales et de voyages, ou même en restant en France pendant les thèses. Et en plus, il y a aussi l'Erasmus pour les PhD. Du coup, c'est une collaboration avec une autre école que vous pouvez faire. Erasmus, on peut faire une thèse en Erasmus? Oui, c'est une collaboration, tu fais avec un laboratoire qui est à l'étranger, comme un Erasmus normal pour les étudiants. Passer quelques mois, un an. Pendant quelques mois, on se délocalise dans un pays, puis exactement. après on revient finir... Ouais. Je crois qu'il y avait... C'est bon, finalement? Ça t'a coupé la chic? Ok, pas d'autres sur le voyage qui voudraient... Si. Ah. Oui, et je voulais dire aussi une dernière chose. Je pense que ça dépend des domaines, mais dans mon domaine, par exemple, en physique théorique, c'est même requis de voyager. Si on veut un poste d'enseignant-chercheur, par exemple, c'est vraiment nécessaire d'avoir eu de l'expérience à l'étranger pour pouvoir candidater à des postes en France. C'est quelque chose qui est demandé, quoi. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Je vois une main là, j'en vois deux. Il y a pas mal de questions et j'en vois aussi une devant. Alors, comme il y a plusieurs micros, on peut prendre de l'avance. On vous écoute. Alors, bonjour à tous. Moi, ma question va poser sur... avant même la thèse, je voulais savoir pourquoi vous voulez faire une thèse. Et surtout, de ce que j'ai compris, une thèse, ça doit porter sur un sujet original, donc qui n'a pas été traité avant. Et du coup, je voulais savoir aussi d'abord pourquoi vous voulez la faire, et aussi comment vous faites pour trouver l'inspiration pour que la thèse n'a pas été encore abordée. Ça veut dire, est-ce que vous cherchez ça, fait, vous forcez pour trouver l'idée, ou alors ça vient naturellement? Voilà, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Alors, il y en a certains qu'on n'a pas encore entendus. N'hésitez pas à prendre le micro en priorité. Il y a deux questions
Pourquoi la thèse et comment être sûr qu'on va chercher quelque chose qui n'a pas été déjà trouvé ou largement fait avant? Donc déjà, pourquoi la thèse? Pour moi, j'adore la recherche parce que j'adore d'apprendre des choses de nouveau, de créer des choses et développer des techniques, des choses nouvelles, quoi. Et vous avez toujours su que vous feriez une thèse, enfin, j'imagine pas à 3 ans peut-être, mais en tout cas, quand vous avez commencé vos études, vous aviez déjà la thèse en ligne de mire ou c'est venu plus tard? J'avais l'idée dans la tête, mais j'ai fait quelques stages dans les entreprises pour savoir comment ça se passe. J'ai fait déjà quelques stages de recherche dans le laboratoire pour avoir un peu d'expérience de recherche aussi. Et avec ces deux côtés, j'ai choisi le côté de recherche. Et alors, pour la deuxième partie de la question, au moment de choisir le sujet, est-ce qu'on est très aidé par les chercheurs expérimentés? Comment on se lance dans un sujet tout en se disant on n'est pas dans une voie de garage, une impasse, il y a des choses à découvrir et elles n'ont pas été encore découvertes? Oui. Il faut dire que le monde de recherche, on ne fait jamais les recherches en isolation. Donc il y a toujours beaucoup de gens qui font, même si ce n'est pas exactement le même travail, on travaille ensemble avec les gens qui ont des sujets proches de nous, mais aussi des sujets loin, pour avoir plus d'inspiration. C'est aussi vrai, toutes les choses qu'on apprend, on a au moins 5 fois plus de choses à faire après. Spécialement dans la biologie, on a toujours de travail à faire et toujours des questions à poser parce qu'avec chaque réponse de question, on a 10 questions en plus. Ouais. Une autre personne sur la thèse, peut-être quelqu'un pour qui ne s'attendait pas à faire une thèse et qui s'est retrouvé embarqué là-dedans un peu malgré lui au dernier moment. Est-ce qu'il y a ce genre de parcours parmi vous ou est-ce que vous êtes tous des thésards convaincus de la première heure? Vas-y, on t'a pas encore entendu. Le passage de relais, on t'écoute. Personnellement, moi, je ne savais pas que je voulais faire une thèse jusqu'à assez tard. Je n'ai pas dans ma famille quelqu'un qui a fait de la recherche, donc je ne connaissais pas vraiment ça. Ce qui s'est passé, je pense, c'est que, comme vous autres, j'imagine, j'avais un peu une curiosité sur certains sujets. Et pendant la formation, j'ai découvert qu'il y avait des façons de la satisfaire, et notamment par la recherche. Et je dirais que mon premier contact avec la recherche, en fait, ça a été une occasion comme celle-là, où en gros, quand j'étais lycéen, j'avais assisté à un truc du genre ma thèse en 180 secondes, et ça m'avait pas mal motivé. Donc je ne sais pas si ça sera le cas pour vous aussi, mais moi, ça m'avait inspiré de voir qu'il y avait des gens qui consacraient leur temps à essayer de comprendre des choses. Je me suis dit, c'est amusant comme métier. Et c'était mon premier contact avec ça. Donc, Et sur le choix du sujet, on t'a aidé, tu savais où tu voulais aller? Et sur le choix du sujet, disons que j'avais des préférences. Enfin, j'avais une idée du domaine dans lequel je voulais travailler. J'ai fait des propositions sur les questions qui me paraissaient pertinentes. Ensuite, avec mes directeurs de thèse actuels, j'ai pu en discuter. Et ça a permis de raffiner pour arriver sur quelque chose qui soit pas mal, j'espère, on verra. Bon, je sais qu'il y avait encore quelques questions, mais il est 12h30 et il faut qu'on s'arrête là. Mais peut-être qu'à l'issue de cette rencontre, il y aura encore un moyen de vous poser quelques questions au bord de la scène. Je vais demander à tous peut-être les membres du jury, les organisateurs de monter sur scène pour la photo finale, les coachs, les fameux coachs qui vous ont entraîné. Et puis on va vous applaudir une dernière fois parce qu'on a passé une très bonne matinée en votre compagnie. Alors vous allez avoir, je crois, dans le hall un QR code qui vous permettra de dire ce que vous avez pensé de cette matinée. Et puis, je parle aux lycéens, là, vous êtes invités dans le grand hall pour déjeuner. Peut-être que toutes ces émotions vous ont creusé, vous ont ouvert l'appétit. Vous allez pouvoir manger. Voilà. Vous restez encore avec nous parce qu'il y a plusieurs photos, plusieurs combinaisons de photos à faire. Donc on a besoin encore de vous un petit moment. Un grand merci, bonne journée à toutes et à tous.